Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 849 de Kingdom. Chapitre qui nous montre un petit peu vraiment les débuts de cette guerre, hein, tout simplement, enfin la préparation de cette guerre, plus ou moins, surtout. Donc on reprend les reviews Kingdom hein, également, c'est reparti. On commence donc directement avec le départ de Riboku de sa capitale, tout simplement, qui a réussi à avoir 50 000 hommes de la garde royale, on va dire, tout simplement. Donc ils sont censés être à chaque fois des hommes d'élite, hein, les hommes de garde royale, c'est limite ce qui est censé se faire de mieux en termes d'armée, voilà, en termes de soldats. Et donc j'espère que cette armée de 50 000 hommes aura une importance dans cette guerre tout de même, à voir. En tout cas ici nous n'avons pas d'informations sur le nombre de troupes que possède Riboku ici, ni même si c'est la totalité de ce qu'il peut emmener, je suppose que non, hein, je suis quasiment sûr. Il va y avoir d'autres troupes à droite à gauche qui voilà, vont se rejoindre. Déjà dans ce lot-là, il n'y a pas Shibasho, voilà, il n'y a même pas ces généraux a priori. Donc je pense vraiment qu'on va avoir d'autres généraux qui vont se rajouter, c'est qu'une partie de l'armée. Mais du coup de ce côté-là, on n'a pas encore les effectifs de l'armée du coup de Riboku. Donc à voir si on les aura avant vraiment le début des batailles, peut-être pour avoir un peu une idée de l'étendue de sa puissance, hein, tout simplement à ce niveau-là, hein, des moyens qu'il va déployer pour cette guerre. On revient donc ici avec Futei qui va parler un peu à la légère du roi, hein, comme quoi bon, il est clairement choqué que le roi l'aurait autorisé à prendre des hommes. Bon, clairement ici, s'il était à la capitale, ça aurait pu mener à la décapitation, ça. Heureusement ici personne va le balancer, mais bon, c'est un peu drôle. Bon, on a du coup Cain qui demande à Riboku s'il est vraiment sérieux de vouloir aider le roi finalement dans sa quête justement de seigneur. Et clairement, bah, il est très sérieux, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'il nous explique que s'il avait pu faire le choix de mettre l'autre prince sur le trône, il l'aurait fait. Mais vu qu'il ne peut pas, bah, il va se contenter avec ce qu'il a et il va essayer de faire de son mieux pour aider ce roi-là. Donc bon, est-ce qu'il va vraiment réussir un truc du genre? Clairement la réponse est non, hein, parce que de toute façon cette guerre, pour moi c'est une évidence scénaristiquement parlant. Je ne connais pas les spoils historiques, je précise, mais scénaristiquement parlant c'est évident que Riboku et Izao vont perdre ici. Peut-être pas en une fois évidemment, mais en tout cas ils vont devoir perdre ici, c'est obligatoire. Sinon ça va être compliqué pour Kin derrière. Donc clairement, bon, ce sera terminé, parce que je ne pense pas que Riboku va survivre à cette guerre, ça m'étonnerait. On y reviendra d'ailleurs un peu plus tard dans le chapitre pour ça, mais je pense que clairement ça lance pas du bon. Du coup, on a Ken qui est un peu désolé, parce que forcément Riboku va devoir rester à la cour royale hein, pour aider le roi. Donc elle se retrouvera toute seule, enfin, en tout cas de ce qu'elle pense. Donc du coup, vu qu'elle boude un peu, elle part en éclaireur, voilà. Finalement, Riboku va la rejoindre. Et il lui dit qu'il aimerait lui parler de quelque chose. Mais bon, on y reviendra plus tard dans le chapitre. Pour l'instant, on se retrouve donc à Shintei, avec Shin qui tout simplement s'entraîne avec l'armée de Yoko Yoko, et ils sont tout simplement prêts pour le départ. Et là, clairement, on va voir quelques pages vraiment très intéressantes dans ce chapitre, puisqu'on a donc Yoko Yoko qui va tout simplement accepter de rejoindre Shin sans problème. C'est un peu le truc qui me surprend finalement. Alors oui, l'époque des royaumes combattants, c'était vraiment une autre époque, etc. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, ils ont perdu leur seigneur, donc leur général. Mais ils suivent directement Shin comme ça. Et bah pour le coup, ça choque d'autres personnes dans l'unité, hein, justement. Gerbia, etc. qui ne s'attendaient clairement pas justement à ce que bah ils suivent la Aishin comme ça aussi facilement. Donc bon, pourquoi pas. Je pense que c'est surtout une facilité scénaristique ici. Mais pourquoi pas, il n'y a pas de souci, on prend. En tout cas, ça agrandit fortement l'armée de Chine ici, hein, parce qu'évidemment, ils se sont affiliés directement à Chine. Donc oui, forcément, ça fait quand même une sacrée puissance militaire pour Chine. Et de toute façon, on va voir plus tard dans le chapitre, même si c'est des armées qui pour le moment sont pas directement sur sa bannière, elles vont le finir tôt ou tard. Ce qui va nous donner une idée hein, des forces de Chine lorsqu'il deviendra grand général, hein, donc normalement au prochain arc. Bon, du coup, on a une armée, voilà, ils sont chauds. Du coup, on a Shin qui dit c'est bon, on peut leur confier nos arrières, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, il demande la confirmation de Ten, mais bon, c'est Ten. Hein. Pour le moment, voilà, Ten, en espérant que dans cet arc, elle puisse nous faire quelque chose, pitié.
C'est quand même un arc où justement la stratégie va être extrêmement importante, même probablement centrale dans tout l'arc, des deux côtés, hein, d'ailleurs, que ce soit du côté des Rengoku, du côté du coup de l'armée douzaine de base. Donc voilà, j'espère qu'elle va pouvoir quand même nous proposer quelque chose, quelque chose, voilà, même si c'est un petit truc, mais quelque chose qui va pouvoir peut-être faire changer le cours de la bataille si c'est en désavantage de Kin. Voilà, j'espère qu'il y aura quelque chose de ce genre là. Bon, finalement, on voit l'armée de Rokuomi qui passe, hein, ils sont chauds aussi. Donc Rokuomi, bon, qui n'est pas devenu général, hein, il a juste pris la succession tout temporairement. De toute façon, ensuite, ils vont être alliés à l'armée de Chine, c'est une évidence. Donc voilà. Pour le moment, il est un peu chef de guerre, mais voilà, c'est temporaire, quoi. Parce qu'il a toujours été le numéro 2 de Uki, et du coup après de tout... Enfin, non, numéro 3 d'Uki et numéro 2 de tout, c'est pour ça. Donc voilà. Bon, on a Shin qui dit on y va, mais il va se faire couper une deuxième fois. Parce que cette fois, c'est l'armée de Kyukai qui arrive. Et clairement, bon, évidemment, l'armée de Kyukai, on les connaît, c'est Kosharo. Kyukai qui arrive avec une armure digne d'un général. Hein, clairement, vraiment, assez belle armure. D'ailleurs, ça me fait penser que Shin n'a toujours pas d'armure digne d'un général, hein, actuellement. Il a toujours son armure de brigand des montagnes. En espérant quand même, quand il va devenir grand général, il va changer d'armure, parce que là, c'est chaud quand même. Jagat est censé être déjà général d'une armée quand même assez gigantesque. Ce serait temps, voilà quoi, c'est bon. C'est-à-dire on est sur un Shin qui est censé être un général spécial, un général au-dessus du grade de général, en dessous de celui de grand général, mais voilà, il est censé être un grade intermédiaire. Je sais pas, prouve-le quand même au niveau vestimentaire un minimum, non, parce que les ennemis en face, ils vont te voir, ils vont se dire c'est qui ce Pecno, quoi. Bon, voilà, évidemment, tout le monde sait qui est Shin, mais vous avez compris l'idée. Bon, du coup, on a Kyukai qui se fait louer comme une déesse par toute son armée. Donc, bon, pas hyper intéressant, mais c'est toujours drôle à voir. Hein. En espérant que cette armure ne va pas la ralentir. Donc, voilà, ils vont lui demander évidemment un discours pour faire exploser un petit peu les cœurs de l'armée, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais évidemment, c'est à Shin de le faire. Hein. Ce qui prouve encore une fois que Kyukai se considère encore affilié à Shin. Hein. De toute façon, c'est toujours le cas a priori. Mais voilà, du coup, elle considère toujours que son armée, c'est un bout de l'armée de Shin. Hein. Donc voilà. On a Shin du coup qui se met sur la falaise. Il y a toujours la montagne, pardon. Il y a toujours des montagnes, des collines, des trucs comme ça pour qu'ils se mettent dessus au bon moment. Hein. C'est impressionnant. À croire qu'elles apparaissent là quand il faut. Évidemment, il va nous faire son discours bien senti à la Chine. Hein. Non, pour le coup, Shin est toujours un excellent orateur dans le manga. Ça, c'est vraiment un de ses points forts dans Kingdom. Ok, il est con, mais par contre, quand il s'agit de faire un discours, alors là, il est bas. Il est bon, il est fort, vraiment, tout ce qu'il faut. Il arrive toujours à soulever justement son armée, il n'y a jamais de souci à ce niveau-là. On nous avait même parlé à un moment lors d'une des guerres, c'était avec Uzen justement, à Yu il me semble, ou Hagen, je sais plus. Mais tout simplement avec l'éveil des armées, Shin avait justement réussi, et Uzen était certain qu'il allait réussir. Donc oui, clairement Shin est un excellent orateur, donc ici il va tout simplement nous expliquer un petit peu que clairement, si on perd contre Zhao ici, c'est finito pipo. Donc clairement, faut pas perdre. Je résume, hein, mais de toute façon, voilà, c'est ce qu'il y a à comprendre ici. Voilà. On a donc Shin, hein, et ça c'est quand même assez impressionnant qu'il est vraiment au milieu de toutes ces unités, ces armées. Hein, finalement, c'est quand même extrêmement important. Donc clairement, ça fait quelque chose quand même de voir Shin au milieu d'autant d'hommes au final. On n'avait pas forcément eu l'impression tant que ça lors de la dernière guerre, parce qu'au final, ils ont pas trop lutté. Mais là, vraiment, on voit ici le nombre d'hommes qui sont derrière lui. Enfin voilà, il a une énorme armée avec lui. Bon, évidemment, on a Shin qui prend un peu la grossette en disant que l'armée de Rokuomi est aussi avec lui. Et même si on a Rokuomi qui dit que c'est pas le cas, bon, on sait très bien que c'est le cas. Ou en tout cas que ça va l'être au prochain arc, hein, voilà. C'est forcément, Rokuomi ne va pas devenir un grand général, hein, faut pas abuser. Donc bon, ce rôle sera évidemment réservé à Shin. Et on a donc cette magnifique page avec Shin qui pointe sa Gundao directement vers Iboku, hein, tout simplement prêt à partir. Et là on voit clairement la gigantesque armée qu'il y a avec lui. Hein. Ils vont au loin, c'est quand même impressionnant. Bon, l'armée de Kyukai qui est prêt aussi. Vraiment,
Assez impressionnant quand même. Bon d'ailleurs Kyukai qui dit armée de Kyukai. Shin qui parle toujours d'une unité, mais bon. Oui, c'est toujours pour une histoire de nom au final. D'ailleurs on le voit ici, unité Aishin avec l'armée de Kyukai. C'est vraiment une histoire de nom par rapport au nom qui a été donné pour Uki, enfin par Uki, pardon. Mais je sais pas, je pense qu'il serait temps quand même de renommer ça armée Aishin. Est-ce que Sei peut le faire peut-être, renommer l'armée comme ça? Je sais pas, mais ce serait temps parce que si ça s'appelle encore une unité à la fin du manga quand ils auront 800 000 hommes, bon, c'est quand même grosse unité quoi. Vous avez compris l'idée. Du coup, donc, l'unité Aishin qui dispose toujours de 60 000 hommes, hein, ça n'a pas bougé. L'armée de Rokomi qui dispose également des 60 000 hommes de tout, ici. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant parce qu'il me semble que tout avait à la base 100 000 hommes. Et du coup, Chine 60 000, donc ça faisait 160 000. Où sont passés les 40 000 restants? Ils sont restés à la capitale ou je sais pas. Peut-être que tout a gardé 40 000 hommes en stock au cas où s'il y a besoin. Peut-être pour gérer les diverses émeutes ou je ne sais pas. C'est possible. Bon, en tout cas, 60 000 hommes ici pour Okuomi. En même temps, je veux dire, c'est un peu normal. Ils ne pouvaient pas gérer une armée de 100 000 hommes. 100 000 hommes, c'est gérable que par un grand général, donc forcément, c'est pas étonnant. Et on a donc les 50 000 hommes de Yoko Yoko, également affiliés à Chine, qui nous fait une armée de 170 000 hommes. Et ça compose, je pense que vous l'aurez compris, la future armée de Chine, hein, ici, qui sera d'au moins 170 000 hommes, du coup, hein, parce que ces trois armées, de toute façon, vont être à Chine à la fin. Et on a tout ici, du coup, en tenue civile, à la capitale, hein, tout simplement, avec sa princesse adorée, qui nous explique un petit peu, oui, bah, comment cette guerre va être ardue, notamment à cause du Riboku, hein. Clairement, ça sauce bien Riboku. Mais voilà. Bon, au final, on a Nei qui va lui dire, mais si cette guerre est aussi compliquée, pourquoi est-ce que vous y allez pas? Et on a donc tout qui va nous répondre que bah, leur mission à eux est également quand même très complexe, hein. C'est-à-dire éviter le chaos entre deux états, c'est toujours plutôt pas mal, enfin un seul état maintenant, mais vous avez compris, c'est toujours pas mal, hein. Forcément une unification, ça se passe pas comme ça du jour au lendemain, c'est pas parce que t'as battu l'armée ennemie que vous êtes totalement unifié. Donc voilà, d'ailleurs ici, alors est-ce que c'est la traduction ou je ne sais pas, mais tout qui est toujours appelé Général Tout. Alors, de ce que j'avais pu comprendre dans les derniers chapitres, certains disaient que dans la trad originelle, donc de Kingdom, il était dit que tout se retirait seulement temporairement. En gros, le temps que tout cela soit remis en place, on va dire, entre Anne et du coup Kin. Est-ce que c'est le cas? Et donc c'est pour ça qu'il a peut-être conservé son titre de général tout. Ou est-ce que c'est seulement un titre honorifique, un peu comme dans One Piece avec le vice-amiral Garp, qui a conservé son titre même après sa retraite, je ne sais pas. À voir, hein, est-ce que ça a eu une importance, général tout? Peut-être qu'effectivement il va revenir plus tard dans le manga, c'est une possibilité. J'aimerais bien parce que je trouve qu'on n'a pas encore eu assez, hein, du côté de tout. Donc à voir. Personnellement je pense qu'il reviendra. Maintenant ça va être un peu compliqué parce que forcément là on a donc 3 places qui se sont libérées si je me plante pas, enfin 2 places et il y en avait une vacante. Donc ça va être compliqué, c'est-à-dire qu'il y a 3 places, le trio va évidemment prendre les 3 places, à moins qu'il y en ait un qui meurt dans la guerre, mais je ne pense pas. Ce qui fait qu'il n'y aura plus de place pour tout, à moins qu'un autre grand général meure. Donc à voir par rapport à ça, je ne sais pas. Vraiment ça va être à voir. Bon, d'ailleurs, on a Shin, hein, ici, évidemment le trio participera, ce qui va faire clairement un gros effectif, hein, pour cette guerre. On y reviendra à la fin du chapitre, hein, sur les estimations, pour moi en tout cas, de combien d'hommes vont pouvoir être là sur cette guerre. Mais clairement ça va faire beaucoup, hein, à mon avis. Donc voilà, on a tout évidemment ici, qui explique tout à Nei. Et on a Nei qui est déjà en train de tomber sous son charme. Clairement ça va finir en mariage tout ça. Enfin bon, encore que, on sait que le mariage avec Nei ça finit toujours mal. A voir, hein, peut-être que tout va mourir dans un lit. Pitié, fais pas ça, Hara. Et du coup, on se retrouve à nouveau du côté de Zao. Et là, on va quand même avoir un passage extrêmement important, hein, évidemment, mais qui va également finir très tragiquement, je pense. Du coup, on a donc Kane qui demande à Reboku est-ce qu'ils vont, et qu'il faut pas trop s'éloigner de l'armée, tout ça, parce qu'ils vont être en avance ou quoi, enfin, ou eux vont être en retard. Mais bon, on a donc Reboku qui emmène Kane dans un endroit au milieu d'une forêt, tout simplement. Et on nous explique que cet endroit
sont les ruines en fait d'une ancienne tribu que Zhao a absorbée. Hein. Parce que oui, on sait que Zhao possède également des terres sauvages, hein, remplies de tribus, tout comme Qin, enfin, ou même, je sais plus c'est quel royaume aussi qu'il y en a. C'est Yan, hein, il me semble, qu'il y en a également. Voilà. Donc, bon, pourquoi pas. Et on va donc tout simplement nous expliquer que c'est un endroit pour célébrer les mariages en gros. Et évidemment, on l'a tous vu venir, pardon, et je sais plus parler moi aujourd'hui, c'est compliqué, il va falloir que j'aille me recoucher. Du coup, on a Riboku qui prend la main de Kane, et évidemment, il va lui expliquer tout le tintouin, comme quoi elle a toujours été là pour lui, pour éviter qu'il perde espoir, etc. Bon, effectivement, on sait, hein, Riboku était à une période justement, ce général sanguinaire qui tuait tout ce qui bougeait sur un champ de bataille, hein. D'ailleurs, je pense qu'il va le redevenir quelque temps, hein, dans cette guerre, justement pour certaines raisons. On y reviendra un petit peu plus tard, hein, dans toute la partie conclusion. Mais du coup, voilà, hein, il nous explique que cette bataille, ça va être compliqué. Hein, il risque d'envoyer tous ses généraux, lieutenants, etc. Un peu partout sur le champ de bataille. Et donc forcément, elle ne pourra probablement pas être à côté de lui. Et donc, forcément, elle lui dit que pour contrer un petit peu cela, il va tout simplement la demander en mariage. Hein. Il comptait le faire depuis un moment, mais il n'avait pas eu le temps. Et évidemment, il va tout simplement la demander en mariage, hein, sur cette page qui est quand même très belle, faut avouer. Et évidemment, même s'il ne garantit pas de la rendre heureuse, ce qui est finalement vrai, hein, elle va évidemment accepter. Non, malgré tout, c'est quand même très beau. Hein. Oui, il y a beaucoup de gens qui vannent Kane, etc. On connaît. Mais c'est quand même très beau comme évolution au final. C'est une évolution. Pas forcément sur le plan militaire, mais sur le plan personnel du personnage. C'est une évolution. Donc, clairement, c'est bon à prendre. Évidemment, on se doutait que ça allait arriver. Mais je pensais pas forcément que Riboku allait sauter le pas comme ça. Je pensais que ça allait toujours rester un petit peu mystérieux de ce côté-là. Mais non, pas du tout. Il a accepté de sauter le pas. Évidemment, bon, elle accepte. En chouinant, mais elle accepte. Au final, réaction logique, il y en a qui vont rire, mais réaction assez logique au final, hein, c'est le genre de choses qui peut arriver dans notre monde sans problème. Donc voilà. Ici, évidemment, ça fait écho à Shin qui avait demandé Kyukai en mariage, mais qui, pour le coup, Kyukai avait refusé temporairement, en se disant que c'était pas encore le moment. Ici, Kane a accepté pour Riboku, et je pense clairement que ça va annoncer très rapidement dans la guerre la mort de Kane. Scénaristiquement, là je pense qu'on en est quand même très proche. C'est-à-dire que la mort de Kane pourrait apporter beaucoup de choses justement, enfin beaucoup de changements surtout dans cette guerre. Et je pense qu'elle pourrait surtout apporter beaucoup de mal à Kane. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être tuer Kane, donc pouvoir gérer une partie de l'armée de Riboku. Mais à côté, Riboku risque d'être tellement vénère que ça risque de chauffer pour Kane en contre-coup. Et c'est pour cela que j'ai dit que j'imagine bien Riboku à un certain temps revenir vraiment en tant que soldat, tout simplement martial, sur la guerre. Et je pense qu'il va couper des têtes. Je pense vraiment qu'il va couper des têtes si ça arrive. Il risque de redevenir comme une bête sauvage. Peut-être même qu'à ce moment-là, c'est Shin qui l'arrêtera. Je ne sais pas. Je ne pense pas, mais bon, on va y revenir un petit peu après dans la conclusion. Il va y avoir beaucoup de choses dans cette conclusion, je crois. Enfin bon, voilà. Fin du chapitre ici, a priori pas de pause la semaine prochaine, à moins que je ne sois pas au courant. En tous les cas, nous verrons bien. Donc voilà. Alors on voulait revenir au niveau de la conclusion. J'ai déjà oublié. Ah oui, on voulait donc en revenir sur le total tout simplement des armées qui sont disponibles, parce qu'on a du coup 170 000 pour Chine. Je simplifie, hein, on va dire pour Chine, voilà. De l'autre côté, Won et Muten possédaient durant la guerre précédente, chacun 50 000 hommes. Est-ce que leurs armées vont peut-être s'agrandir ou pas? Peut-être de 10 000 hommes, un truc comme ça, pour être sur 60 000. Mais je pense pas que ça sera vraiment beaucoup plus. Donc voilà, on va considérer 100, 120 000 par là. Donc ce qui nous ferait déjà un total de 290 000, ce qui serait déjà pas mal. Et ensuite, on va avoir évidemment l'armée douzaine. Où on peut rajouter encore peut-être 100, 150 000 hommes sans trop de difficultés, je pense. Et en plus de ça, on a l'armée d'Yotanoa. Enfin, en gros, on peut compter plus de 210 000 facile. En gros, on va arrondir, je pense qu'on peut arriver facilement sur une armée de 500 000 hommes au total. Voilà. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était la coalition, mais je pense vraiment que sur cette guerre, on peut arriver à un total de 500 000 hommes.
Ce qui serait pas forcément de trop, hein. On rappelle que quand Ki a perdu face à une armée de 300 000 hommes de Riboku, il peut très bien la ressortir, cette armée de 300 000 hommes, hein. Il l'a encore en stock vu qu'elle a pris quasiment 0 dégâts. Donc, clairement, il peut la sortir, il n'y a pas de souci. Puis évidemment, là, il a les 50 000 hommes de la capitale qu'il vient de prendre. Il a l'armée de Shibasho en plus maintenant, qui est au moins de 100 000 hommes. Non, vraiment, là, il peut sortir des armées comme il veut. Là. Les 500 000, il peut les avoir s'il veut aussi. Donc vraiment, je pense qu'on va avoir une guerre colossale en termes de force militaire, qui va sûrement s'étendre un peu de partout. Hein. Je pense qu'on va vraiment avoir une guerre de l'étendue, de l'envergure de la coalition. Je l'espère en tout cas, parce que vraiment, bon, beaucoup disent dans Kingdom, la coalition c'est le prime, et je peux pas forcément leur donner tort, vraiment. Il y a beaucoup de choses dans la coalition, et c'était vraiment un arc excellentissime, mais ça l'était également aussi parce qu'il y avait beaucoup de fronts, de choses différentes qui se passaient, parce qu'il y avait beaucoup d'armées. Et si on a 500 000 hommes, bah en fait on revient à des forces équivalentes. Donc c'est des choses qui pourraient à nouveau arriver, voire peut-être être mieux développées encore qu'à la coalition, avec le talent d'Ara qui a forcément évolué depuis, sur l'expérience, etc. Donc vraiment, je pense qu'on va partir sur une guerre d'une étendue énormissime. Hein. Donc voilà. Maintenant, comment est-ce que ça va un peu se passer tout ça? Donc, je pense que ça va être tout simplement un début assez classique de guerre. Hein. Peut-être un peu comme la coalition au final, mais vraiment ça va être un début assez classique. C'est plus vers la suite où j'attends beaucoup de choses, notamment par rapport au point faible de Riboku qui a été cité plusieurs fois. Je pense qu'on a tous compris que son point faible c'est son propre pays. Hein. Et son propre pays, enfin surtout son propre gouvernement qu'il n'aime pas du tout. Donc je pense que clairement c'est sur ça qu'on va se diriger pour la fin de cette guerre. Hein. Riboku il va se faire trahir par son propre pays, son propre gouvernement finalement. Et que ça va le mener à sa perte, tout simplement. Hein. Je pense qu'on va arriver sur quelque chose comme ça. Pour moi il est juste impensable que Riboku survive à cette guerre. Alors oui ça ferait une recrue incroyable pour Kin. Mais jamais, au grand jamais, Riboku acceptera de se mettre au service de Kin. Jamais il le fera. C'est pas possible en fait pour moi qu'il le fasse. Peut-être, hein, mais franchement j'y crois pas. Et puis il faut venger Uki, etc. Riboku doit mourir dans cette guerre. Hein. Je pense vraiment qu'il faut en finir avec lui. De toute façon, clairement, on l'a déjà vachement vu. Je pense vraiment qu'il faut juste clore l'arc Riboku, hein, si on peut appeler ça comme ça, pour passer à la suite, hein, tout simplement. Parce qu'au final, toute cette première partie de Kingdom, c'est un peu ça. C'est l'arc Riboku, hein, c'est un énorme arc, mais vraiment c'est toute une partie sur Riboku, je pense vraiment qu'il faut aller de l'avant maintenant. Donc voilà, est-ce qu'on va avoir des morts peut-être du côté de l'armée de Chine? Possible. Beaucoup pensent évidemment à PA qui vient d'avoir son enfant, ce serait quand même très tragique qu'il meure ici. Ça ferait bien pleurer. Maintenant, je pense que BA possède une armure en scénario, donc ça m'étonnerait qu'il meure, mais pourquoi pas. Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Au final, B2 est mort aussi au début, donc pourquoi pas. Maintenant, Kyukai, je ne pense pas. Elle mourra peut-être plus tard quand justement Shin va la demander en mariage, qu'elle acceptera. Pour le moment, c'est trop tôt, il n'y a pas forcément tant d'intérêt que ça à la faire mourir maintenant, je pense. À moins que voilà qu'elle l'accepte directement durant la bataille, ça demande un mariage, qu'elle meurt 5 minutes après. Mais ça m'étonnerait quand même. Je trouve ça un peu gros. Donc bon. Voilà, en tout cas, j'en attends vraiment énormément de cette guerre. J'espère vraiment qu'on va avoir une grosse masterclass. Et puis de toute façon, je pense qu'on en a pour plusieurs années de guerre hein, cette fois-ci. Donc vraiment, en attente d'une big masterclass. Voilà, je pense que j'ai assez causé pour cette vidéo. Et puis nous on se retrouve tout simplement pour une prochaine vidéo justement. Allez, bye tout le monde.